À un moment, je lui ai dit, écoute, moi je sais rien, tu peux me frapper toute la nuit, tu peux me torturer toute la nuit, c'est pas la peine, autant que tu me tues tout de suite, quoi. Comme ça, on n'en parle plus, tu peux m'en mettre une. Et là, je l'ai regardé plusieurs fois, j'ai dit, vas-y, tue-moi, tu peux m'en mettre une. Et au bout d'un moment, on s'est regardé sans se parler, et il a baissé les yeux, et là, je me suis dit, bon, il va pas me tuer tout de suite. Bonjour Pierre Martinet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer au Retex. On va parler un petit peu de votre parcours qui a été assez fourni et de vos différents ouvrages, dont le dernier que vous avez sorti il y a quelques mois de ça, Pris en otage. 6 mois. Et donc pour commencer, j'aimerais revenir un peu chronologiquement sur votre vie. Vous avez effectué donc une dizaine d'années au 3e RPIMA à Carcassonne. Et ensuite, vous avez intégré le service action de la DGSE. Est-ce que déjà, vous pouvez me parler un petit peu de cette forme de reconversion au sein même des armées? Pourquoi vous êtes passé donc d'un cadre militaire armé à un cadre moins conventionnel avec le service action? Alors, ça s'est fait, je vais dire, tout naturellement, parce que, comme vous l'avez bien précisé, le 3e RPIMA ou le 5e RIOM à Djibouti, où j'ai passé un an, sont des unités conventionnelles, des unités de combat, avec des groupes de combat, des compagnies de combat. Donc j'ai passé une dizaine d'années à peu près en section de combat, et dizaine d'années riches en émotions, riches en relations humaines avec les gens que j'ai pu former, avec mon groupe de combat, la section quand j'étais adjoint à un chef de section. Je peux dire aujourd'hui, avec du recul, que c'est mon plus beau souvenir de mes 20 ans dans l'armée française, c'est la section de combat. Ensuite, au fil de mes missions, au fil de mes lectures, j'ai découvert le service action de la DGSE. L'ancien 11e choc, c'était le nom que ce service avait pendant la guerre d'Algérie, le 11e choc, qui s'est transformé en SDEC et ensuite donc qui s'est transformé en service action. C'est le bras armé le bras armé clandestin de la DGSE. On reste militaire, mais non conventionnel, et plutôt en civil pour les missions. Donc je l'ai découvert réellement quand j'ai lu un livre en 1987 qui s'appelait Mission Oxygène, qui avait été écrit par Patrick Dumort-Nevers. C'était un pseudonyme, c'était quelqu'un qui avait participé à l'opération du Rainbow Warrior. Donc ce livre a été passionnant, je l'ai dévoré en une nuit. J'étais chef de poste au 3e RPIMA. Et j'ai lu ce livre vraiment d'une traite. Et quand j'ai refermé le livre, j'ai dit je veux être nageur de combat et je veux partir du conventionnel pour aller vers le clandestin. Parallèlement, j'avais rencontré les équipes du SA à Beyrouth, on savait qu'ils étaient là. On les a rencontrés aussi, ceux du 11e choc en Nouvelle-Calédonie quand il y a eu la prise d'otage en 1988 à Ouvéa. Je les ai rencontrés aussi parce que j'avais des camarades à moi qui étaient partis, on les a croisés aussi au Tchad dans d'autres missions. Les gens, on les voyait un peu différents, avec des missions différentes, qui étaient au contact avec les troupes tchadiennes contre les Libyens, etc., etc. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment intéressant. Et pour tout militaire dans des unités parachutistes ou à l'époque dans des unités un peu opérationnelles, aller au service action, c'est un peu le Graal. C'est le Graal, ouais, d'accord. Donc j'ai tout fait pour y aller. Les nageurs de combat, ça n'a pas fonctionné pour des raisons administratives. Donc je suis passé par la fenêtre et je suis rentré en 1997, après 2 ans de parcours d'intégration au CPES, le centre parachutiste d'entraînement spécialisé à Sercotte, dans le Loiret, au nord d'Orléans. C'est un peu le centre névralgique du service action, c'est l'antre des agents clandestins et c'est là aussi qu'il y a la formation commune aux 3 centres pour devenir un agent. D'accord. Donc là, vous avez fait combien d'années à la DGSE? Alors, ma première demande pour rentrer au service, c'était en 1995. Moi, dès l'instant où j'ai fait ma demande, pour moi, intellectuellement, j'avais intégré le service. Et donc, le cheminement, ça a duré de 95 à août 97. En 97, j'ai intégré le service pour faire une année de formation, jusqu'en 2002. Jusqu'en 2002, d'accord. Voilà. Et là que vous quittez le service, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez quitté le service? Est-ce que vous aviez fait le tour ou est-ce que c'était un problème de cadre? Plusieurs raisons, parce que j'avais déjà 20 ans de service, j'avais 38 ans, et ma carrière militaire, elle aurait été un peu bloquée parce que j'allais pas aller au-delà d'adjudant ou d'adjudant-chef comme
comme grade. Donc je savais que j'allais, aux alentours de 49-50 ans, j'allais devoir quitter le service. Donc je m'étais dit, soit je pars avant 40 ans, soit j'essaye d'aller au maximum et après je vais à la pêche, quoi. Donc à 38 ans, j'ai envoyé des CV, ça faisait 20 ans déjà, je commençais à être un peu usé, on va dire, moralement et physiquement. J'ai envoyé plusieurs CV et j'ai été recruté pratiquement instantanément par le service de lutte contre le piratage audiovisuel de Canal+, à l'époque, qui a été dirigé par un ancien policier des renseignements généraux. L'idée était saine et louable parce que à cette période-là, c'était dans les années 2000, Canal+ était énormément piraté en Europe et au Maghreb. Et quelle était au quotidien un peu votre mission? Ça consistait en quoi exactement? Où ça, à Canal+. À Canal+, notre mission, le service était divisé en deux parties. Il y avait une partie où il y avait pas mal de veille Internet, veille informatique, des petits génies de l'informatique qui essayaient de localiser via les réseaux tous les petits trafiquants de cartes ou les concepteurs de fausses cartes. Et moi, ma mission au quotidien, c'était d'aller les loger, de faire leur environnement, adresse, voiture, etc., de façon à remettre un dossier complet à la police pour qu'il y ait après une action policière et après une action judiciaire parce que Canal+, à cette période-là, perdait énormément d'argent. Donc, si vous voulez, je me suis retrouvé du jour au lendemain à faire un peu la même chose qu'à la DGSE, sauf que là, je le faisais sur des pirates audiovisuels, alors qu'à la DGSE, je le faisais sur des terroristes islamistes, surtout des chefs de réseau, des artificiers, des financiers à Londres, en Suisse, en Belgique ou ailleurs. D'accord. Et après, en 2005, vous avez écrit votre premier livre, où vous racontez un petit peu votre parcours au sein de la DGSE. Pourquoi vous avez sorti ce livre? Alors, après Canal+, j'ai dérivé sur des missions totalement illégales. Je peux en parler puisque c'est connu. J'ai été amené à espionner un salarié de Canal+, qui était très connu à l'époque, et je me suis retrouvé embringué là-dedans à faire n'importe quoi, alors que j'avais une carrière quand même assez prestigieuse, entre guillemets, et j'étais assez fier de ce que j'avais fait pendant toute ma carrière, et là je faisais vraiment les fonds de poubelle. Donc j'ai pris conscience de ça, je suis parti de Canal+, et j'ai été faire du théâtre. Pour un peu me ressourcer, j'ai été faire du théâtre. Et dans les cours de théâtre, souvent, on me demandait « Mais qu'est-ce que tu faisais, toi, avant ?» J'avais 40 ans, hein, j'avais exactement 40 ans, et je leur disais « Avant, j'étais militaire, j'étais au service d'action de la DGSE. » Et souvent, les gens me disaient « Ah ouais, mais tu es un bon comédien, parce que pour nous inventer une vie comme ça, c'est pas mal. » Alors je leur disais « Mais non, c'est vrai. » Je me souviens des réflexions qu'on me faisait. « Mais t'as eu combien de vies, toi, pour avoir fait tout ça ?» Parce que j'étais moniteur de tir, moniteur de parachutiste, je faisais du sport de combat, je faisais plein de choses, quoi, escalade, etc., etc. Et je me souviens, à cette période-là, j'avais une élève au club de parachutisme où j'étais moniteur à Orléans, qui s'appelait Géraldine Lévy. Malheureusement, elle est décédée trop jeune d'un cancer. Et un jour, on buvait un coup dans un bar de Paris, au Fumoir, plus exactement, près du Louvre, et elle me disait « Mais pourquoi tu fais pas un livre pour raconter tout ton parcours, parce que tu as un parcours génial, et ça serait vachement intéressant que tu puisses raconter ce parcours, parce que ça susciterait peut-être des vocations chez les jeunes, etc. etc. » Eh bien, l'idée a fait son chemin, et puis, grâce à l'aide d'un journaliste, j'ai fait mon premier livre. Et dans ce premier livre, au-delà de raconter mon parcours au sein de la DGSE, au sein de l'armée aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que la DGSE, hein, la DGSE c'est un quart de ma carrière, et j'ai raconté tout mon parcours. Et j'ai raconté aussi ma période néfaste et trouble chez Canal+. Donc c'est un livre qui a été très médiatisé à l'époque, beaucoup médiatisé, si bien que le ministère de la Défense avait déposé plainte contre moi, et j'ai été condamné pour avoir écrit un livre sans l'autorisation de mon ancien service, et j'ai été condamné aussi pour avoir dérivé à Canal+, et avoir fait de l'espionnage ou des actions totalement illégales dans cette société-là. Donc je ne regrette pas ce que j'ai fait, parce que pour moi c'était aussi une façon de me libérer d'un certain poids, de me faire connaître un peu plus auprès de certaines personnes de ma famille. Et ensuite,
eh ben, j'ai fait un deuxième livre. Après, j'ai fait des romans. Et après, j'ai fait un autre roman avec Marc Junia qui s'appelle Captain. Et après, j'ai proposé à Marc Junia de faire ce livre Pris en otage pour raconter ma prise d'otage et puis pour compléter le premier livre sur mon parcours militaire. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des livres aidé par soit des journalistes, soit des camarades, soit des copines, parce que je ne suis pas écrivain, donc je suis un auteur, j'ai la capacité à mettre en place, à penser un livre, mais je le fais jamais seul. Donc on va parler un peu plus de ce dernier livre, Prise en otage. Et alors la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous êtes retourné un petit peu dans ce milieu de la sécurité? Vous auriez pu retrouver une vie dans le civil. Qu'est-ce qui vous a fait retourner un petit peu? Alors j'avais une vie relativement stable, non, pas relativement, j'avais une vie très stable parce que j'étais responsable technique dans une société privée qui faisait des alarmes. J'avais un bon job, je gérais plusieurs centaines de personnes, 3 services. J'avais un salaire confortable, j'avais une voiture de fonction, j'avais un bel appartement. Mais je me faisais un peu chiant, je tournais un peu en rond quand même. Et à cette période, c'était le début du printemps arabe. C'était encore, il y avait encore un peu la guerre en Irak, il y avait encore l'Afghanistan, il y avait encore pas mal de mouvements dans certains pays qui employaient des sociétés privées. Là, on est en 2011. Là, on est en 2011. Mais j'y pensais déjà depuis 2010, 2009. J'ai commencé à y penser en 2009-2010. 2011. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Et là, il y avait Pierre Marziali, qui était un vieux camarade de très longue date du 3e RPIMA à Carcassonne, que je connaissais depuis 1983. Ouais, c'est ça. Puisqu'on était à Beyrouth ensemble en 83, on était dans la même compagnie de combat. Lui, il venait d'un village du Var et moi j'étais dans un village du Var aussi qui n'était pas très loin du sien. C'était un sportif de haut niveau, il était rugbyman en équipe de France d'ailleurs, je crois, junior. Ah oui. Et c'était quelqu'un vraiment qui avait un état d'esprit formidable et je me suis toujours bien entendu avec lui. C'était Pierre Marziali, Pierre Martinet, il m'appelait Pierrot. Et je crois que c'est le seul qui m'appelait Pierrot depuis le début. Et lui pareil, il a fait 35 ans dans les unités parachutistes, hein, toujours conventionnel, mais il a fait une belle carrière jusqu'au grade d'adjudant-chef. Et il a eu l'idée de créer la première société militaire privée en 2002-2003, je crois. Oui, 2002-2003. La Secopex. Donc la Secopex, officiellement, c'était la première société militaire privée. Ça consiste en quoi exactement, une SMP ou comment la SMP, c'est une appellation plutôt anglo-saxonne, hein, parce que les anglo-saxons n'ont pas de tabou avec ça. Sans problème, ils appellent les sociétés privées sociétés militaires privées, parce que elles ont des contrats avec les ministères de la Défense, avec des pays dans lesquels elles sont immatriculées, et donc il y a beaucoup de sous-traitance. On va sous-traiter aux sociétés militaires privées l'escorte de convois. On va sous-traiter la protection de VIP. On va sous-traiter après tout ce qui est soutien aussi, la nourriture, le convoyage, etc., etc. On va sous-traiter aussi tout ce qui est gardiennage de certains sites. Donc il n'y a pas de tabou pour eux dans les pays anglo-saxons à faire appel à des sociétés privées pour délester un petit peu les armées et pour que les armées fassent l'essentiel de leur mission, c'est-à-dire aller combattre. Donc ça, les Américains, les Anglais le font sans problème, les Français ne le faisaient pas et le font toujours pratiquement pas. Donc lui, il a essayé de prendre ce créneau-là et de se mettre sur le même créneau que les Anglo-Saxons de façon à essayer de sous-traiter des missions à l'armée française. Ça a été un fiasco total, hein, parce que il trouvait à chaque fois des fins de non-recevoir auprès des autorités françaises, parce qu'en France, on a un réel problème avec les sociétés militaires privées. C'est encore cet amalgame avec le mercenariat, Bob Denard, l'Algérie française, etc., etc. On n'arrivera jamais à s'en sortir. Donc, il a eu cette idée. Il a fait pas mal de formations, il a eu quelques petits contrats, mais il s'est vite rendu compte qu'il n'aurait pas de contrat important avec l'armée française. Donc, il a dérivé il s'est plus orienté vers de la formation de contracteurs à l'époque. Il y avait pour envoyer des contracteurs en
en zone de conflit, hein, c'était encore l'Irak, l'Afghanistan, etc., etc. Et beaucoup de Français travaillaient au contraire, il y avait beaucoup de Français qui travaillaient pour les sociétés anglo-saxonnes pour bosser, quoi. Hein, oui, donc, oui, c'est une des voies de reconversion. C'est une belle voie de reconversion, parce qu'un militaire qui est resté 20 ans dans l'armée, ou dans les forces spéciales conventionnelles ou pas, ou dans la police, à cette période-là, il pouvait se reconvertir et travailler pour une société comme Blackwater ou Olive Group ou tant d'autres sociétés qui avaient sur le marché, et ça leur permettait de continuer à faire ce qu'ils savaient faire avec une arme à la main, parce qu'on ne peut pas faire de la sécurité privée dans un pays en guerre si on n'est pas armé, hein, c'est inconcevable, et de gagner de l'argent, et de gagner correctement leur vie. Souvent en France, on m'a dit, mais pourquoi on fait appel à des anciens militaires dans ces sociétés? Vous vous rendez compte du ridicule de votre question? Donc j'ai souvent été confronté à ce genre de discours en France, et je tombais à chaque fois de ma chaise. Il y avait aussi, c'était le début de la piraterie maritime, et il y avait énormément de sociétés privées anglo-saxonnes et d'autres, hein, espagnoles aussi, qui proposaient leurs services aux armateurs de façon à protéger les navires. Protéger les navires contre la piraterie maritime au large de la Somalie, c'était obligatoirement armé, parce que les Somaliens en face, ils avaient des RPG, des Kalachnikov, etc., etc. Et la France ne faisait pas appel à la société militaire privée, la France préférait utiliser les armées pour protéger le bateau. Donc en fait, la France a toujours tiré sur l'élastique des armées. Les mecs, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient à la fois sur les bateaux, après ils étaient au Mali, après ils étaient là-bas, après ils étaient en Afghanistan, après ils étaient... voilà. Alors que sous-traités à des sociétés privées qui sont cadrées, qui sont vérifiées, qui sont composées d'anciens militaires, avec des casiers judiciaires vierges, etc. etc. Oui, c'est régulé tout de même. Absolument. C'est codifié, c'est régulé, il y a des contrats, on ne fait pas n'importe quoi. Les conditions d'ouverture du feu, c'est pareil, c'est réglementé. C'est uniquement de la légitime défense et de la protection des navires. Donc ça Pierre, il s'était mis sur ce créneau-là. Donc pareil, il a été confronté à la difficulté de l'administration française, c'était non. Bon, bref. Donc il est allé faire de la formation en Tchéquie, parce qu'il pouvait utiliser ses armes là-bas, il pouvait faire du tir sans problème. Et les gens, après, ils étaient libérés avec un diplôme, et ils pouvaient se vendre dans des sociétés étrangères. Parallèlement, il a signé un contrat avec un client américain. Ce client américain lui demandait des missions particulières de renseignement un peu partout dans le monde, et en particulier en Afrique, parce qu'il avait un réseau africain et touareg qui était important, et ça lui permettait de répondre à certaines demandes particulières de ce client américain qui, par ricochet, bossait pour l'État américain. Ça, je l'ai su bien après, hein, je l'ai su quand j'étais avec lui en Libye, et donc de fil en aiguille, je l'ai appelé pour... c'est vous qui l'avez appelé? C'est moi qui l'ai appelé, je lui ai dit, écoute Pierre, j'ai l'intention de reprendre mon ancienne vie, et si tu entends parler de contrats à l'étranger dans des pays un peu en crise et à risque, fais-moi signe. Il me dit, écoute, en ce moment c'est le printemps arabe, c'est la Libye, ça venait de commencer, ça avait commencé depuis un mois, c'était la guerre en Libye. Les premiers bombardements avaient eu lieu, les bombardements de l'OTAN, et il me dit, je te rappelle dans quelques jours, dans une semaine, et je vois ce qu'on peut faire, parce que je pense qu'on va avoir quelque chose. Une semaine après, il me rappelle, il me demande de venir à Carcassonne, parce que là, à cette période, j'étais à Paris. Je prends un train, je le rejoins à Carcassonne, et là, il me dit, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu t'implantes à Benghazi avec une équipe pour proposer nos services au Conseil national de transition, les rebelles anti-Kadhafi, pour leur proposer nos services de formation, d'accompagnement, de comment utiliser les armes, etc., etc., parce que les rebelles, les révolutionnaires, étaient constitués principalement de civils qui connaissaient absolument rien au maniement des armes. Mais il m'a dit, parallèlement, je vais t'expliquer ce que je fais réellement. Parallèlement, il m'a dit, toi seul le sauras, pas l'équipe que tu vas constituer, tu vas essayer de faire du renseignement pour prouver que derrière la révolution libyenne, il y a le Qatar, il y a les réseaux islamistes, il y a l'intention de mettre en place un État islamique. Et c'est ce qui s'est passé, parce que la révolution libyenne, sa première action, ça a été de remettre en place la charia. Voilà, de mettre en place la charia. Donc ça, c'était relativement simple à faire, parce que une fois que j'étais sur place, je me suis vite rendu compte que derrière ces gentils révolutionnaires, il y avait au contraire l'intention de créer un État islamique, et c'est ce qui s'est passé.
Donc parallèlement, je faisais du renseignement pour son client américain. J'avais aussi pour mission de louer une maison qui allait nous servir de safe house, une maison sûre, de façon à pouvoir accueillir des équipes clandestines qui passeraient par Benghazi. Je n'ai pas posé de questions, je ne savais pas pourquoi. Donc j'avais loué une maison de 400 ou 500 mètres carrés, une très grosse villa à l'africaine avec des grands murs de protection autour qu'on voit dans l'ouvrage. Et il m'avait pour ça donné énormément de matériel. J'avais un téléphone Nokia. Le fameux téléphone. Que je connaissais absolument pas, j'avais jamais vu ça, on n'avait pas ça à la DGSE. D'ailleurs, il me disait tout ça, il me disait souvent, t'as jamais eu ça à la DG. Donc oui, effectivement, j'avais pas ce matériel-là. J'avais aussi un... Alors le téléphone, il servait à quoi exactement? Le téléphone c'était un téléphone Nokia lambda dans lequel il y avait, c'était pas un smartphone encore, c'était un téléphone Nokia lambda dans lequel il y avait un logiciel qui permettait de capter un peu tout dans un périmètre donné, et j'arrivais à tout capter. Je le mettais en route le logiciel, il suffisait de me balader dans une rue et on captait tout. Ensuite, je balançais ça sur un logiciel de cryptage sur mon Mac. Pareil, un logiciel de cryptage énorme. Il m'avait donné le prix, c'était $60 000, un truc énorme. Ouais, il m'a dit ça, ce Mac est... les Américains... il me dit, ce Mac, c'est la prunelle de tes yeux, il faut que tu en prennes soin. Donc voilà, parallèlement, j'avais cette mission-là. Les deux personnes qu'on avait recrutées, Eric et Fred, ne savaient pas ce que je faisais. Et je ne leur avais pas dit. Et eux, ils servaient, on va dire, de couverture pour pouvoir s'infiltrer et s'implanter à Benghazi. Et pendant cette mission, est-ce que M. Marziali avait des contacts avec le gouvernement français? Est-ce qu'ils étaient au courant de cette mission? Oui. Parce que Pierre Marziali, comme je le disais précédemment, c'était quelqu'un qui était profondément patriote et il avait toujours à cœur d'informer l'État français. D'ailleurs, il avait une sorte de correspondant à la DCRI ou avant à la DST à qui il rendait compte. En fait, il disait voilà ce que je vais faire. Quand il est parti en Libye, il a demandé l'autorisation. Il a dit il a dit voilà, on voudrait aller en Libye. L'État français lui a donné un feu orange, donc ni oui ni non. D'accord. Donc on est parti là. Si on nous avait dit non, impossible, interdiction d'y aller, on ne serait peut-être pas allé en Libye. Donc là, on avait plus ou moins l'autorisation d'y aller. Feu orange, ça veut dire allez-y, à vos risques et périls. Donc on a pris la décision d'y aller. Lui, il avait un gros réseau Touareg. On devait être accueillis là-bas à la frontière libyenne par un Touareg qui n'était pas là. Donc on a fait un premier vol jusqu'au Caire. Au Caire, on a été, c'était le 17 avril, le Caire, donc on est allé dîner, on est allé dîner sur un bateau sur le Nil, et c'était assez tard, donc on est passé du 17 au 18 avril, c'était mon anniversaire, donc j'ai fêté mon anniversaire là-bas, et le lendemain on est parti pour la Libye. Donc l'infiltration s'est très bien passée, on va dire une infiltration normale, on ne s'est pas caché pour... Vous étiez habitué de toute façon avec votre... Puis on est passé avec des vrais papiers, avec des plaquettes commerciales, avec des cartes de visite, tout était transparent. On est arrivé à Benghazi 2 jours plus tard, et à Benghazi, on a commencé à proposer, à se faire connaître auprès du Conseil national de transition, la partie politique. Et là, c'est là qu'on a commencé à avoir un peu de discussion avec les rebelles libyens. Et je me souviens déjà que tout de suite, ça m'avait fait tilt. Les rebelles libyens, un des rebelles libyens qui était câblé, c'était un universitaire, nous disait, c'était un jeune en plus, il avait une trentaine, même pas de 30 ans, il devait avoir 25, très jeune, il était étudiant encore, nous disait l'État français, merci à l'État français de nous aider, mais vous maltraitez les musulmans en France. Par exemple, les musulmans en France ne sont pas libres de vivre leur islam comme le livre, pas le conseil, le dit, quoi. Donc, j'ai trouvé ces doubles langages tout de suite assez intéressants, parce que justement, je venais là pour montrer que derrière cette révolution, il y avait l'islam politique qui allait se mettre en place. Donc, les premiers temps, on s'est fait connaître, on a vu beaucoup de monde, on a vu aussi le représentant de l'État français là-bas qui était une sorte d'ambassadeur itinérant là-bas, protégé par des gens du GIGN. L'ambassade française à Tripoli avait fermé, donc il y avait juste un ambassadeur qui se déplaçait comme ça, qui faisait office d'ambassadeur. Donc on s'est vraiment fait connaître, on était là-bas de façon totalement transparente, et le but c'était d'obtenir des rendez-vous avec la partie politique et la partie militaire de façon à signer des contrats avec eux. Donc
du 18 avril jusqu'au début mai, les premières semaines, les premières 15 jours, 3 semaines, on a rendez-vous sur rendez-vous, on a présenté les plaquettes commerciales, etc., etc. Ça se passait pas mal. Moi, je faisais mon job parallèlement, donc je faisais pas mal de renseignements. Toujours en cachette, toujours en cachette, bien évidemment, toujours de façon discrète. Et quand on avait des rendez-vous, quand on a obtenu 2 rendez-vous pour le 12 mai, là, je dis à Pierre, écoute, maintenant, il faut que tu viennes. Comme ça, si on doit signer des contrats avec eux, c'est toi qui vas les signer, c'est toi le directeur de la société. Donc, les rendez-vous étaient pris le 12 mai avec le matin avec la partie politique et l'après-midi avec la partie militaire, avec un général qui commandait les forces rebelles de Libye. Donc, Pierre Marzali a pris un vol pareil que nous, il a fait un vol jusqu'au Caire. En parallèle, je lui avais demandé de l'argent parce qu'on avait besoin d'argent sur place. J'avais précommandé 2 4x4 Toyota pick-up pour justement transporter du monde et le cas échéant. Donc je les avais commandés. Il est venu là-bas avec des personnes pour l'aider à transporter énormément d'argent. Il était venu avec 50 ou 60 000 $, je ne sais plus. En cash. En cash, bien évidemment. Donc pour passer la frontière, c'est un peu compliqué tout seul. Donc il a mandaté 2 personnes pour venir avec lui. Ils ont partagé le cash. Il y a une personne qui a fait Paris-Le Caire et qui est repartie instantanément. Et la deuxième, Georges, a traversé la frontière avec lui. Et on s'est retrouvés le 11 mai en fin de matinée à la frontière libyenne, égyptienne. Et on a fait le chemin inverse avec lui. 700 km qui séparent Benghazi de la frontière libyenne. On a fait ça dans l'après-midi. On est arrivé assez tard à la villa. Et ensuite, on a été dîner. Et c'est là que je me suis retrouvé seul avec lui dans la voiture, avec un conducteur qui ne parlait pas ni anglais ni français. Et on avait vérifié. Et on a parlé, ça faisait longtemps qu'on se connaissait, donc on a parlé un peu de nos carrières, de notre passage au 3, ce qu'on avait fait, nos familles, etc. etc. Et je me souviendrai toute ma vie de cette phrase. Il m'avait dit je peux mourir demain, j'aurai eu une belle vie, quoi. Putain. Il est mort le lendemain matin, quoi, dans la nuit. Mais évidemment, je n'y ai pas fait attention. Et il m'a dit, écoute Pierre, maintenant je vais te dire aussi pourquoi je t'ai fait venir, parce que mon client, c'était à la période de la réélection d'Obama, il finissait son premier mandat, et il m'a dit, si les républicains repassent à la fin de l'année, c'était fin 2011, on risque d'avoir de nouvelles missions. Et on risque d'avoir une mission très particulière qui nécessite tes compétences. Je dis, ah bon, c'est quoi ? Il voudrait monter des cellules pour éliminer des gens, des islamistes, des responsables islamistes au Proche-Orient et en Europe. Il dit, ça, est-ce que tu peux faire ? Voilà, je dis, oui, techniquement, c'est facile, parce que monter des dossiers actions sur les gens, c'est ce que je faisais à Sarko. Après, techniquement, c'est faisable, mais après, il y a plein de questionnements à avoir, financiers, humains, juridiques, bien évidemment, parce que c'est totalement illégal en France. Donc, comment le faire, de quel pays? Il y avait plein de questions qu'on ne s'était pas posées, parce que pour l'instant, c'était juste une demande de son client et savoir si la faisabilité était possible ou pas. Donc, ça m'a donné encore plus envie de continuer à bosser avec lui, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'aurait intéressé. Parce que je pense que, pour faire une parenthèse, dans ce domaine-là, on n'est pas sur la bonne voie pour stopper le projet islamiste. Ça, c'est mis à part ça, on a continué. Le soir, on est arrivé à la villa. On est allé dîner assez tard dans un restaurant dans lequel on allait souvent, on mangeait une pizza et on pouvait manger une pizza sans alcool, parce qu'il y avait de l'alcool, et puis après on était allé se coucher, on était reparti assez tôt, parce que le lendemain on avait des rendez-vous. On a parlé des rendez-vous du lendemain, etc. Les contrats qu'on pouvait poser. Ensuite, je serais reparti en France, quelqu'un m'aurait remplacé, on aurait fait des romans, back-to-back, comme on dit les gens, et puis voilà. Donc c'est en sortant du restaurant que moi j'avais le téléphone satellite, je leur dis, partez devant, je passe un coup de fil à l'associé de Pierre, un coup de fil à ma femme, pour lui dire tout va bien, et pour lui dire le colis est bien arrivé.
Et puis Bob, c'est qui? Bob, c'était Bob, si vous voulez, Bob, c'était un peu Monsieur Afrique de Secopex. Quelqu'un qui était en Afrique depuis toujours, qui avait des vraies connaissances africaines, qui avait un vrai réseau africain, qui avait des réseaux et des connaissances un peu partout dans les pays africains, proches des pouvoirs, qui avait connu des présidents, qui parlaient à l'oreille de certains présidents aussi. Et il avait vraiment un gros réseau africain. Donc, il a pas mal aidé dans le développement de Secopex en Afrique. Ensuite, une fois que j'ai passé ces coups de fil rapides, je les ai rejoints assez rapidement en courant et je sentais une atmosphère un peu électrique dans cette rue, poussiéreuse, légèrement, partiellement éclairée. Je ne sais pas pourquoi. C'est en y pensant après que j'ai senti cette électricité dans l'air. Et à peine je les avais rejoints, je me suis porté à la hauteur de Pierre Marzali, je me souviendrai, il était à ma gauche, pour lui dire c'est ok, j'ai dit ouais, tout va bien. Et là, instantanément, il y a un pick-up monté d'une mitrailleuse bitube qui nous braquait comme ça, je me suis d'avoir gueulé et j'ai dit oh, c'est pas long ça. Vous êtes fous quoi. Et au même moment, il y avait deux Ford Galaxy, qui ressemblent au Renault Espace, là, vous savez, donc les portes coulissantes qui s'ouvrent. Une nuée de mecs cagoulés et armés, ils sont sortis de là, et en treillis, et ils nous ont sauté dessus. Quoi. Ils nous ont sauté dessus, ils nous ont jetés au sol, et instantanément, ils nous ont demandé de mettre les mains sur la nuque. Moi, j'avais la tête comme ça, retournée vers la gauche, donc je voyais ce que faisait Pierre Marzali. Pierre avait les mains sur la tête et a porté la main gauche à sa poche. Dans sa poche de veston, il avait une veste un peu légère, et, parce que dans cette poche, il y avait un nouveau téléphone. Il m'avait apporté un nouveau téléphone pour remplacer mes Nokia, et il m'avait apporté un smartphone. La marque, c'était HTC. Ouais. Donc c'est un nouveau téléphone avec un nouveau logiciel plus performant que ce que j'avais dans le Nokia. Et il me montre ça dans la chambre avant de partir, en me donnant l'argent que qu'il avait mis dans une pochette d'iPad, et j'ai mis la pochette sous mon matelas parce que j'avais pas de coffre. Hein. Et je lui ai dit mais c'est pas la peine de le prendre parce que moi j'ai déjà couvert toute la zone. Il me dit oh, bah, je vais le laisser en route et puis je vais aller au restaurant comme ça. Donc je sais pas s'il a voulu l'éteindre. D'accord. Pour pas qu'il tombe. Voilà. Et il a pris une balle dans le dos. Donc, je sais pas si c'était aujourd'hui encore, je ne sais pas si c'était une exécution ou si c'était parce que le mec derrière qui tenait la Kalachnikov a eu peur et l'a tué. Quoi qu'il en soit, instantanément, il m'a dit j'ai été touché, il est parti dans des râles assez forts. On a été relevé violemment, on nous a attaché les mains dans le dos avec un serflex. Nous, on a crié avec Fred en anglais de l'amener un docteur à l'hôpital, etc., etc. Ils l'ont jeté dans le pick-up. Et on s'est retrouvé après embringué dans un déplacement dans les galaxies, 2 par 2. On était deux dans chaque galaxie. Et vous compreniez ce qui se passait à ce moment-là ? Non, moi je pensais, en vérité, quand ils ont tué Pierre, quand ils ont tiré sur Pierre, parce que je ne savais pas qu'il était mort, je pensais que c'était une exécution, qu'on allait tous mourir. Donc là, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu de prendre une balle comme lui. Donc j'ai fermé les yeux et j'ai dit bon, c'est terminé quoi. Enfin, ça a été rapide, hein. Je me suis dit c'est fini quoi. Et je me souviens d'avoir ouvert les yeux puisque j'ai pas pris cette balle et de voir des inscriptions en arabe sur les voitures. J'ai su après qu'ils avaient marqué brigade révolutionnaire du 17 février, la fameuse brigade. Et non, je comprenais toujours pas. Donc on s'est retrouvés dans les camions, dans les voitures, avec les yeux bandés, les mains attachées dans le dos, et ça partait à gauche, à droite, c'est des klaxons, ça gueulait, enfin bref. J'ai essayé de me reconcentrer pour savoir à peu près où on allait. Vous étiez, bon, vaguement, j'ai eu une vague idée, mais j'en étais pas certain, jusqu'à ce qu'on s'arrête plusieurs minutes après, et qu'on sorte... qu'on se retrouve devant un bâtiment, dans une sorte de caserne qu'on avait déjà visité en fait, là où on avait été présenté notre société au commandant qui commandait un peu l'instruction. Donc là, le contexte refait surface et vous comprenez un peu plus. Mais pourquoi ils nous arrêtent pas ? Pourquoi ils nous arrêtent ? Pourquoi ils nous ont enlevés ? Pourquoi ils ont tué Pierre, etc., etc. Donc on se retrouve tous les 4, puisqu'il y avait Georges en plus, Georges, Fred, Eric et moi dans le couloir partiellement éclairé par des néons. Ils nous jettent dans des cachots, séparés bien évidemment. Et là,
Et là, j'entendais une cachot, il y avait 3 ou 4 personnes, il faisait noir, donc, puisqu'il était tard, il devait être minuit, il était minuit passé. Et j'entendais tirer, j'entendais crier, j'entendais des coups, je me suis dit, putain, ils sont en train de les torturer mes potes et les exécuter un par un, quoi. C'était parti dans mon esprit, je les voyais tous en train de se faire exécuter un par un, et je dis, ils vont venir me chercher et ça va être mon tour après, quoi. Et là, j'avoue que j'ai jamais eu peur de ma vie, mais là, je peux vous dire que j'ai vraiment eu peur. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui vient me chercher, donc qui me traîne au fond du couloir, qui me jette sur une chaise de jardin blanche, crado, et je me retrouve face à face avec un mec en treillis, cagoulé. Je voyais juste ses yeux, et à ma gauche, il y en avait un autre tout maigre avec son pistolet Browning marque belge à la ceinture, avec un briquet dans la main, j'ai su après pourquoi. Et la première phrase du mec cagoulé en face de moi, il me dit « Alors monsieur l'espion, on sait tout de toi, tu vas nous dire pour qui tu travailles, et tu vas nous donner le nom de... On sait que tu travailles pour Kadhafi, et tu vas nous donner le nom de tous les partisans qui est avec vous, où vous avez caché vos armes, etc. etc. » Moi, je fais le mec étonné. J'ai dit, je ne travaille pas pour Kadhafi, et puis j'ai commencé à faire l'étonné et à ne pas savoir de quoi répondre, parce que j'avais pas de nom à donner, j'avais pas de numéro de téléphone à donner, et j'avais pas de planque à donner pour l'armement, puisqu'on n'avait pas d'armes. Donc l'autre à gauche a commencé à me frapper avec son briquet retourné, et ça a duré plusieurs minutes, qui m'ont paru interminables, et c'est au bout d'un moment, à force de prendre des coups, à force de dire je sais pas, non, un coup je disais mais Kadhafi on l'a toujours combattu, puis c'était vrai, on l'avait combattu. Mais Pierre Marziali, effectivement, il avait été à Tripoli. Pierre Marziali, il avait aussi une mission qui avait été donnée, ça serait long à expliquer, par Kadhafi, parce qu'il voulait aussi, le client américain lui avait demandé de s'implanter aussi, de pouvoir approcher le premier cercle de Kadhafi, donc il fallait qu'il ait un prétexte pour l'approcher, et le prétexte pour l'approcher, c'était de lui proposer ses services pour démontrer qu'à Benghazi, il y avait les islamistes, parce qu'à cette période, dans les interviews de Kadhafi, il disait « Mais regardez ce qui se passe à Kadhafi, c'est le Qatar qui est derrière, c'est l'islamisme qui est derrière, ce n'est pas pour la liberté, c'est pour instaurer un État islamique. » Et il avait raison. Donc voilà, ce billard à 3 bandes que Pierre jouait, c'était un jeu dangereux qui s'est retourné contre nous. Et donc au bout d'un moment, je lui ai dit « Écoute, moi je ne sais rien, tu peux me frapper toute la nuit, tu peux me torturer toute la nuit, c'est pas la peine, autant que tu me tues tout de suite, quoi. Comme ça on n'en parle plus, tu peux m'en mettre une. » Et là je l'ai regardé plusieurs fois, j'ai dit « Vas-y, tue-moi, tu peux m'en mettre une. » Et au bout d'un moment, on s'est regardé sans se parler, et il a baissé les yeux, et là je me suis dit « Bon, il ne va pas me tuer tout de suite. » Effectivement, il m'a dit « On ne va pas te tuer tout de suite, tu vas retourner dans ta cellule, et dans 30 minutes on vient te chercher, et là tu vas nous donner toutes les informations qu'on t'a demandé. » Donc ils m'ont ramené dans la cellule, et au fond de ma cellule, je me suis dit, s'ils ne viennent pas me chercher dans 30 minutes, j'ai gagné une première manche. Où est-ce que vous avez trouvé cette force de vous confronter encore à lui, alors que 10 minutes avant, vous pensiez que vous alliez être exécuté? Vous avez quand même réussi à lui faire face, à jouer un jeu de regard avec lui, vous rendre compte en plus qu'il baisse les yeux. Est-ce que c'était de l'orgueil? Est-ce que c'était une stratégie pour gagner du temps? Je pense que c'était tout mon parcours militaire et mon parcours de sportif, entre guillemets, de haut niveau qui est ressorti, parce que je ne suis pas du genre à m'écraser ou à laisser tomber. Et je me suis dit, bon, s'il doit me tuer, je vais me confronter à lui et ça va être une bataille, quoi. J'aurais même été capable de me battre avant de mourir. Mais dans mon parcours, on a subi aussi mon parcours, parce que j'ai un parcours, avant d'intégrer le service action, j'ai un parcours aussi où je suis devenu instructeur commando, et je sais qu'on avait, dans ces parcours, on avait des coxages, on avait un peu des interrogatoires. C'était un stage, hein, même si c'était un peu, je me souviens que certains instructeurs poussaient un peu les interrogatoires, c'était un stage. Mais là, c'était la réalité, mais pour essayer de m'en sortir, je me suis dit, je vais jouer cette carte-là. Je ne sais pas si c'était la bonne carte, quoi. Honnêtement, je ne me suis pas dit est-ce que je vais faire ça parce que je pense que non, c'était instinctif. C'était une sorte de dernier combat. Je me suis dit je vais rentrer dedans puis on verra bien.
ça a fonctionné. Sinon, je pense qu'il n'y avait pas de calcul particulier et je me suis dit, c'est mon côté combatif et enragé qui est ressorti. Et quand vous retournez dans votre cellule, vous avez encore une lueur d'espoir du coup qui émane et c'est là que vous vous dites il faut que je continue, il faut que je garde. Alors dans ma cellule, quand ils m'ont rejeté dans la cellule, j'avais pas de montre, je savais pas quelle heure il était. Je continuais à entendre des cris, des tirs, des machins. Ça n'arrête pas quoi. Et je me suis dit, là je me suis dit on est dans la merde. Là, vraiment, je me suis dit, c'est mal barré pour nous. Je pensais vraiment que j'allais tuer. Vraiment, franchement, je pensais que j'allais tuer. Là, j'ai passé des heures terribles que j'avais jamais connues. J'ai jamais connu ce genre de situation, bien évidemment. Et j'ai vraiment eu très très peur. J'ai vraiment eu peur de mourir. J'ai vraiment eu peur que c'était terminé. J'ai vraiment eu peur qu'il tue mes camarades aussi. Je pensais aussi à Pierre. Pour moi, j'avais un vrai doute sur son état. Ah, vous ne saviez pas encore qu'il était mort? Non, je ne savais pas qu'il était mort. Je pensais vraiment qu'il était dans un sale état et qu'il n'était pas bien. Je pensais qu'il y avait une possibilité qu'il ait été tué. Mais là, après, c'est l'instinct de survie individuel qui ressurgit. Et je me suis dit, je vais essayer de gagner du temps à chaque fois, et essayer de jouer avec lui, c'est-à-dire qu'un peu de soumission, un peu de confrontation, mais pas trop. De façon, voilà, tout au long de mes premiers interrogatoires, j'ai joué avec un peu de soumission, un peu de confrontation, et après je repassais la soumission, je faisais un peu l'idiot pour essayer de gagner du temps. Vous avez quand même réussi à garder cette présence d'esprit et le sang-froid pour être stratégique. Oui, ça je l'ai gardé instinctivement. Je ne l'ai pas calculé, c'est venu instinctivement de par mon parcours, de par ma mentalité qui a toujours été comme ça. Je sais que Georges et Eric ont eu beaucoup de mal. C'est un peu naturel. Hein. Fred avait un parcours militaire, il a eu un peu moins de mal. Moi j'ai eu beaucoup de mal, mais on a tenu, on a fait face. Je suis resté concentré tout le long de ma prise d'otage. Vraiment concentré. À réfléchir si je pouvais m'évader, à réfléchir comment j'allais faire si je devais sortir, à réfléchir comment j'allais faire l'heure suivante, au prochain interrogatoire, qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais dire. J'avais trouvé un bout de carton par terre dentifrice et j'avais un bout de stylo et tout de suite j'avais fait un petit calendrier j'avais fait 3 mois. Je m'étais dit on est le 11 mai, pardon, et après j'ai fait 12, 13, etc., juin, juillet. J'ai dit si, alors là au moins on est parti pour 3 mois, on verra ce qui se passe. Je sais que l'État français ne lâche pas ses ressortissants et je savais évidemment que l'État français les aidait. Donc s'ils avaient tué Pierre Marzeli et s'ils avaient enlevé des Français, ils allaient être confrontés aussi à l'État français et expliquer pourquoi ils détenaient des Français. C'est un peu ce qui s'est passé aussi. Donc voilà, je me disais, s'ils ne nous tuent pas tout de suite, c'est qu'ils ont des comptes à rendre à l'État français. Donc j'étais dans cette incertitude, parce que j'avais aucune certitude, jusqu'au samedi soir. Et le samedi soir, on a vu le représentant de l'État français, et là je me suis dit, on a peut-être une chance de s'en sortir. Même s'il a été très pessimiste avec nous, le représentant de l'État français. Et vous voyez aussi des personnes du GIGN Alors c'est ce jour-là. Ouais. Parce que ces personnes du GIGN, je les avais croisées plusieurs jours avant, dans un hôtel où on allait régulièrement pour déjeuner, et je leur avais remis ma carte d'identité, ma carte de visite, pour qu'ils transmettent ça au représentant de l'État français, pour lui dire qu'on était là, qu'il y avait des Français, que c'était une société, dans toute transparence, etc., etc. Donc ils savaient tous qu'on était là. Et puis on ne se cachait pas. Donc oui, quand j'ai vu ce représentant, je me suis dit, bon, on a une chance de s'en sortir. Mais à ce moment-là, j'ai aussi appris que Pierre Marzeli avait été tué. La manière dont vous rédigez votre livre, c'est assez intéressant parce que vous vous replongez dans vos souvenirs et il y a une espèce d'immersion dans votre cellule. Oui. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous viviez en fait la détention? Oui, j'ai fait forcément, on refait un peu le parcours de sa vie et je me suis refait un peu le parcours de ma vie avec effectivement mon enfance. Je me revoyais aussi dans des périodes où j'étais assez bien, notamment dans mes nombreux sauts que j'ai pu faire. Je me revoyais souvent à la porte du Pilatus à 4000 mètres avec la main qui pendait comme ça.
C'est une position que j'avais souvent dans le Pilatus, en bas, assis en haut, là, derrière le copilote, pardon. Et donc là, j'ai refait, j'avais pas mal de flashbacks, ce que j'ai pu faire, avec qui j'étais, mon enfance. J'ai revu plein de choses pendant cette période-là. Alors, ça m'aidait à tenir aussi, et puis ça m'aidait aussi à faire une sorte de testament philosophique, de façon à me dire si je pensais vraiment être tué, parce que tous les jours ils me disaient qu'ils allaient me tuer. Non, je me suis dit au moins je partirai en paix, et puis si je dois en prendre une avant de pouvoir être libéré, au moins j'aurais refait le fil de mon parcours, et puis c'était pas mal, quoi. Et je repensais aussi à ce que m'avait dit Pierre, si je dois mourir demain, j'aurai une belle vie, quoi. Je me faisais un peu la même réflexion. Et comment s'est déroulée un peu votre libération Alors on a été expulsés de la Libye, aidés par la France, parce que je me souviens d'une phrase de celui qu'on appelait le cagoulé, que j'appelais le cagoulé parce qu'il a toujours eu une cagoule, j'ai jamais vu sa tête. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Il disait c'est pas pour tes beaux yeux, c'est pas pour vos beaux yeux qu'on va vous libérer, c'est parce que la France nous l'a demandé. Et il me disait souvent il me disait tu es la tête du serpent. On a tué le chef, maintenant c'est toi le chef, on va te tuer toi aussi. Donc ça me laissait un peu ce sentiment d'ambiguïté pour savoir, parce que je l'ai toujours, je ne sais pas s'il a été exécuté ou si c'est un accident. L'ancien associé de Pierre, lui, penche pour la thèse de l'exécution. D'accord. Moi, je n'ai pas d'éléments qui prouvent qu'il a été exécuté. J'ai que les éléments factuels du moment où il a été abattu. Et selon lui, il aurait été exécuté par qui? Qui aurait commandité cette exécution? Alors, selon lui, je ne me souviens pas exactement de ces termes, mais selon lui, ce serait une exécution demandée par la France. J'ai quand même du mal à le croire. Mais bon, après... alors, il y a une enquête qui a été ouverte, parce que la famille a porté plainte, donc il y a des avocats, on n'aura jamais le fin fond de l'histoire. Mais parce que... d'un point de vue géopolitique, la France a joué quand même un double jeu aussi dans ce conflit. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 2016, il y a trois agents de la DGSE qui sont morts dans un accident d'hélicoptère et qui étaient des proches de Haftar. Il y a quand même eu ce double jeu de la France qui était particulier. C'est un peu le principe de la géopolitique, c'est jamais noir, c'est jamais blanc, c'est toujours dans les zones grises. Et c'est un peu le principe des services. Ils sont à la fois pour le clan A, le clan B, mais la France a toujours joué un double jeu avec les pays arabes et les pays qui sont surtout dirigés par des réseaux islamistes, frères musulmans, salafistes, Qatar, Arabie Saoudite. Les enjeux économiques sont tellement importants qu'on peut s'asseoir sur la partie idéologique et on peut s'asseoir sur le projet islamiste. Et parfois, moi je trouve que les Français ont eu tort d'aller aussi loin en Libye, qui stoppe les colonnes de chars de Kadhafi à l'entrée de Benghazi. Ok, parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait faire. Il prévoyait un bain de sang à Benghazi. L'OTAN a stoppé les colonnes de chars. C'est une bonne chose. Mais après, je pense que la participation de la France auprès des rebelles libyens qui étaient plus islamistes que rebelles pour la liberté, c'était une erreur. Je pense que c'était aussi une erreur de laisser quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy mettre en place sa diplomatie parallèle et plus que douteuse. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure du danger que représente le projet islamiste et on joue un double jeu depuis de très nombreuses années. Donc oui, pour moi, on a fait une énorme bêtise là-bas, une connerie même, et ça a d'ailleurs déstabilisé toute la zone. Et il faut savoir qu'après, nombreux combattants libyens qui ont fait tomber Kadhafi se sont battus avec les groupes islamistes au Mali, donc contre les Français. Donc comme d'habitude, on est allé armer les gens qui se sont autour du bateau retournés contre nous. Voilà. Parce que Kadhafi avait énormément d'armement en Libye. Il y avait une légende, je ne sais pas si c'est une légende, mais il y avait une rumeur qui disait qu'il avait disposé d'énormes caches d'armes, munitions, etc. dans tout le pays. Et tout ça s'est tombé aux mains de personnes mal intentionnées. Et la Libye, on a vu ce que ça a donné. C'est un pays exsangue qui n'a toujours pas de stabilité, qui est pourri. Ça a déstabilisé toute la zone sahélienne. On est toujours
promptes à critiquer l'action des États-Unis en Irak ou en Afghanistan, mais nous on fait la même chose. On a fait la même chose en Libye et dans certains pays d'Afrique. Et alors si on revient un peu plus sur votre retour en France, comment ça s'est déroulé psychologiquement? J'imagine que ça a été très dur de se reconstruire après un tel traumatisme. Alors oui, même si ça a été une période très courte, hein, parce que si je compare ça à certains otages qui sont restés plusieurs mois, plusieurs années, souvent dans le livre je fais souvent référence à Denis Alex, un ancien agent du service action qui a été otage des groupes islamistes en Somalie, les Shebab. Alors lui, ça a été évidemment un calvaire sans nom et il en est fini malheureusement. Et il a été tué quand les groupes du SA ont tenté de le libérer. On est revenu en vie. 2, ça a été assez court, même si à chaque fois je pensais que j'allais être tué la minute suivante. Psychologiquement, c'est un peu compliqué à gérer après, mais je me disais, on est revenu vivant. On a quand même été libéré relativement vite. Mais après, je pensais, les premiers jours, les premières semaines, je pensais on pensait tous d'ailleurs, qu'ils allaient venir nous tuer en France. Parce qu'ils venaient en France. Il faut savoir que ceux qui nous ont enlevés, les responsables de ces groupes-là, étaient reçus en France, séjournaient dans des hôtels en France. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc j'avais encore cette peur. Je me levais la nuit pour regarder en bas dans la résidence où j'habitais. Il y avait des petites forêts, donc je me disais peut-être qu'il y en a qui sont là. Je me suis réveillé en criant la nuit. Je faisais des cauchemars et je sais que certains membres de l'équipe se sont réfugiés un peu dans l'alcool. D'autres ont disparu de la circulation. Il y en a un, j'ai plus de nouvelles de lui. Avec Fred, on est resté en contact régulier quand même, on est devenus très proches. Et jusqu'au moment où j'ai été, pour des raisons privées, il y a eu un détonateur et j'ai explosé en fait. Tout a explosé, toute ma carrière, tout mon parcours a explosé. J'ai eu ce qu'on appelle un post-traumatique, c'est un peu normal. Donc j'ai été consulté un médecin psychiatre qui était spécialisé dans le traitement du post-traumatique. Et au début, j'étais dans un état lamentable, donc elle m'a mis sous antidépresseurs et anxiolytiques. Et j'ai travaillé avec elle, j'ai réussi à sortir de ce mauvais passage jusqu'au moment où j'ai repris une vie à peu près normale et j'ai appris à vivre avec. Maintenant, tout va bien, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a plus de mauvais passages, même si ça m'arrive régulièrement d'entendre encore la détonation qui a tué Pierre et de me dire il est mort à mes côtés alors que nous on est vivants. J'ai eu une période de culpabilité parce que je me suis dit j'aurais dû prévoir ça. Mon job c'était de décrypter les environnements. J'ai loupé quelque chose puisqu'il a été tué. J'ai eu une période où j'ai énormément culpabilisé parce que je me suis dit j'aurais pas dû le faire venir. C'était pas safe. Puisque ça a merdé, c'est qu'il y avait un truc qui était pas bon. J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû me rendre compte qu'on était surveillé, j'aurais dû me rendre compte de tout ça. Donc ça c'était difficile c'est toujours difficile à l'admettre, mais j'ai appris à vivre avec. Donc oui, la partie psychologique, dans tous nos parcours, notamment ceux qui ont fait des guerres comme l'Afghanistan, c'était très difficile. Ceux qui ont fait Beyrouth aussi, bien sûr, c'était très difficile. Le Mali, maintenant aussi. Et la particularité de l'armée française, c'est qu'elle a pris un peu le pas de l'armée américaine et elle a admis comme blessure de guerre tous ceux qui avaient des post-traumatiques. Et c'est une très bonne chose parce que ça évite aux personnes de sombrer dans l'alcool, dans la violence, d'avoir des rapports avec la famille qui se détériorent. Ça apprend à mieux se connaître aussi, c'est très intéressant de se connaître, et ça apprend aussi à pouvoir continuer à vivre normalement malgré ce traumatisme. Il y a aussi des associations comme Se Reconstruire par le sport, donc notamment une association qui a été, où il y a un ancien de l'Afghanistan, Ludo, qui a monté cette association, et c'est eux qui m'ont contacté pour les accompagner dans le triathlon, parce qu'à cette période-là, ils faisaient du triathlon,
Et c'est comme ça que je me suis lancé dans les Ironman, parce qu'ils m'ont donné envie de le faire. Je les ai côtoyés un peu. C'est à la fois par la psychanalyse, la psychologie, et à la fois par le sport, et d'autres, hein, l'écriture, la peinture, toutes ces actions qui permettent de sortir un peu de cette mauvaise passe, d'apprendre à se connaître et de continuer à vivre avec. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Les Américains le faisaient, les Français ne le faisaient pas, et à partir de l'Afghanistan, ça a changé. Et aujourd'hui, il y a énormément de travail qui est fait dans les armées pour ça. Je sais qu'à une période, les gens qui revenaient d'Afghanistan avaient un sas de décompression, je ne sais plus dans quelle île ou bien dans quel pays, avant de retourner dans leur famille. Parce que du jour au lendemain, de se retrouver dans un pays en guerre, je l'ai vécu, c'est à Beyrouth, hein, du jour au lendemain, de se retrouver dans un pays en guerre où on nous tire dessus, où on tire sur des gens, où on vit ce stress au quotidien, du jour au lendemain, hop, on réintègre la vie normale. Oui, ça fait particulier. Bah oui, c'est particulier parce que on se retrouve confronté aux aléas de la vie quotidienne, les courses, les machins, le gamin, les trucs. Et bien souvent, il y a pas mal de films qui ont été faits par les Américains là-dessus, hein, notamment American Sniper, où on voit Chris Sky, là, qui fait plusieurs séjours en Irak et qui, entre deux séjours, se retrouve confronté à la vie basique du lambda, quoi. Donc sa famille, ses enfants, réparer sa voiture, la machine à laver qui tombe en panne, ces trucs anodins pour eux. Et après, ils repartaient. Donc cette partie-là, je pense que la partie psychologique dans ces parcours, dans ces métiers-là, aujourd'hui, elle est un peu plus explorée. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est très bien, oui. Ouais. Mais c'est vrai que vous, mine de rien, même si vous êtes allé vraiment en profondeur dans la dépression, comme vous dites, exploser, dans votre livre, vous parlez même de clochard mental. Ouais. Mais finalement, vous avez remis le pied à l'étrier assez rapidement parce que vous avez retrouvé du travail très très rapidement. Oui. J'ai été dans une autre société de renseignement privé. J'ai développé une partie service de défense. J'étais à nouveau en Afrique pour faire de la formation avec des formateurs, des anciens militaires français. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à créer ma propre société en Angleterre. Et puis je continue à essayer de développer les services de défense en Afrique, parce que l'Afrique est un continent merveilleux avec toute l'Afrique francophone avec qui on a de très très bons rapports, et ils ont besoin de formation, d'accompagnement. Donc je propose mes services de façon très claire, hein, puisque ma société est immatriculée, pas de souci pour ça, et j'évite les pays en guerre, bien évidemment. Et parallèlement, j'ai retrouvé un équilibre mental avec le sport, une hygiène de vie, et puis faire des bouquins, c'est très intéressant aussi. Ce qui est intéressant depuis pas mal d'années, c'est qu'après mes 20 ans de service, j'ai eu envie de transmettre ça aux jeunes générations. Et pas plus tard que hier, je répondais à Victor, un jeune qui fait des études sportives et qui voudrait intégrer les forces spéciales. Et il me demande des conseils. Ça m'arrive régulièrement, qu'il y ait des jeunes qui me disent: est-ce que j'intègre le service action, comment on fait, est-ce que je vais d'abord dans l'armée, qu'est-ce que je dois faire comme études, qu'est-ce que je dois faire comme sport. Donc depuis que je fais des bouquins et que je suis un peu plus médiatisé, et grâce aux réseaux sociaux, c'est la partie un peu intéressante de ces réseaux-là, j'arrive à transmettre pas mal de mes passions, notamment pour l'armée, hein. J'ai toujours l'impression d'y être, parce que je ne cesse d'en parler depuis la fin de mon engagement, et j'ai toujours l'impression d'être dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, donc, vous avez créé votre société de sécurité, mais en Angleterre. Oui, je vis entre l'Angleterre et la France. Et pourquoi avoir choisi l'Angleterre ? Par hasard, parce que j'ai suivi quelqu'un qui est allé bosser là-bas. D'accord. Ouais, c'était vraiment par hasard. Et alors, quelles vont être les prochaines étapes, les prochains projets ? Alors, les prochaines étapes, je continue à faire du sport à très haute dose. Je fais beaucoup d'Ironman. Tant que mon corps le permet, je continuerai. Je continuerai, quoi qu'il en soit, d'être sportif. Parce que pour moi, c'est une vraie école du dépassement, de l'engagement, de l'accomplissement. Et aujourd'hui, j'ai un projet, enfin c'est plus qu'un projet, parce que j'ai déjà commencé pas mal,
c'est de préparer mentalement les sportifs de haut niveau ou certaines personnes qui voudraient avoir des parcours aussi particuliers. Je fais un peu de conférences aussi et je transmets pas mal et je parle souvent de tout ce qui m'est arrivé dans mon parcours. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on est trop dans l'assistanat que dans l'accompagnement. Ça, c'est ma vision surtout franco-française. Et j'essaye de mettre en exergue mon parcours et ma façon d'appréhender les difficultés mentalement pour que, par exemple, les sportifs de haut niveau certains sportifs de haut niveau arrêtent de tourner en rond et aillent plus vers de l'avant. Et comment ils peuvent prendre contact avec vous? Moi, je suis présent partout, sur tous les réseaux maintenant, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Et je suis en train d'essayer de convertir mes diplômes militaires pour être préparateur mental officiel. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que l'être humain est une Ferrari, il suffit d'appuyer sur la pédale de droite pour le faire accélérer, pour le faire avancer. C'est très facile. On terminera sur ça, sur une très belle phrase. Ouais. Merci beaucoup Pierre d'avoir accepté encore une fois de cet entretien. C'était vraiment passionnant. Oui. Votre livre est tout autant d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller acheter son livre Prise en otage. Chez Mareux Édition. Mareux Édition, exactement. Voilà, chers abonnés, j'espère que ça vous a plu. Ça nous a pris du temps à faire, à travailler, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous connaissez la rengaine. Partagez cette vidéo au plus grand nombre pour que des gens puissent savoir ce qui se passe en dehors des frontières de notre pays. Partagez-la, likez et à la prochaine.